Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation médicale sur Télé Grenoble. Et bienvenue aussi à vous, Vincent Templard. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes le président de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé, et vous nous accompagnez chaque mois. Le 2 avril dernier, c'était la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait choisi de se rendre au pôle troubles du spectre de l'autisme au centre hospitalier Alpes-Isère à Saint-Égrève. À notre tour, nous irons découvrir ses activités dans notre dossier dans quelques minutes. Mais avant cela, on ouvre une page innovation. 6 millions de personnes dans le monde, 200 000 en France, c'est le nombre de personnes touchées par la maladie de Parkinson. Une maladie neurodégénérative dont on ne connaît pas bien les causes et qui reste très complexe. Elle est propre à chacun et dépend de nombreux facteurs. En 10 ou 20 ans, elle est devenue un enjeu de santé majeur. À Grenoble, une équipe universitaire a entamé un programme de recherche soutenu financièrement par les mécènes du fonds de dotation Clinatech. Présentation du projet NIR par Lilian Veillé avant une petite explication de texte sur Clinatech, bien sûr. Grenoble, ville scientifique, ville technologique et même classée 5e ville la plus innovante du monde en 2013. La capitale des Alpes est un vrai moteur dans l'innovation et dans les technologies de pointe pour les personnes handicapées. Sophie Cluzel est venue le constater. C'est tout l'enjeu de demain, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap, grâce à la technologie, une technologie super innovante, une technologie qui met en phase en même temps la recherche et la médecine, au service justement de l'amélioration du quotidien des patients, du quotidien des personnes en situation de handicap. Améliorer l'autonomie des personnes handicapées, c'est l'un des objectifs de Clinatech et du professeur Alim Louis Benabid. Il a créé le projet Brain Computer Interface pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap moteur lourd de retrouver de la mobilité grâce à un exosquelette. L'objectif est de démontrer que ces patients sont capables de contrôler un exosquelette 4 membres, comme celui que vous voyez derrière moi, donc c'est celui-là, c'est-à-dire le contrôle des membres supérieurs, des bras droits et du bras gauche dans les 3 dimensions et le contrôle de la marche. Tout cela grâce à une neuroprothèse implantée dans le cerveau. 2 patients ont pour l'instant réalisé les tests cliniques avec l'exosquelette. 2 autres vont bientôt les suivre. Et à terme, ce système de compensation pourrait être utilisé à la maison pour réaliser des tâches quotidiennes et restaurer la marche chez les patients tétraplégiques. Et ce n'est pas le seul programme du Centre de recherche biomédicale. Le projet NIR infrarouge, par exemple, a lui pour but de ralentir la maladie de Parkinson. L'idée, c'est de délivrer de l'infrarouge au sein du cerveau chez des patients parkinsoniens au tout début de l'évolution de leur maladie. On sait que la maladie de Parkinson débute progressivement. C'est une perte de certaines cellules qui créent de la dopamine. L'idée de ce projet, c'est de ralentir elle-même la maladie en impliquant une sonde infrarouge qui va donc délivrer de l'infrarouge au sein de la zone du cerveau qui dégénère de la maladie de Parkinson. Et l'idée, c'est qu'avec cet infrarouge, cette lumière, on arrive à réactiver des cellules qui sont dormantes ou alors à protéger les cellules qui sont en souffrance pour les rebooster de façon à ce que la maladie de Parkinson puisse être ralentie. Les essais cliniques viennent de démarrer après des essais concluants sur des animaux. Le premier patient a été opéré en mars dernier et ils espèrent terminer cette phase dans les 4 prochaines années. Il ne restera plus alors qu'à travailler sur les financements pour rendre ces innovations accessibles au plus grand nombre. Et plusieurs centres se sont joints à l'équipe grenobloise pour collaborer à cet essai clinique, comme les Hospices civils de Lyon, la PHP à Marseille et l'hôpital Henri Mondor à Créteil. La France comptait fin 2019 16 700 000 retraités, un chiffre de la direction des statistiques publié le 20 mai. Le dossier de la dépendance est sur la table du gouvernement. Vincent, le bien vieillir, c'est un sujet qui préoccupe aussi Medicalps, associé à AG2R. Vous lancez un appel à projet national sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est effectivement la 3e année qu'on lance un appel à projet national qui va donc couvrir tout le territoire français avec le groupe AG2R La Mondiale.
C'est un groupe leader dans le domaine de la prévoyance, de l'assurance vie, de la gestion des caisses de retraite notamment, et qui a souhaité effectivement avoir des actions proactives, j'allais dire, pour favoriser le développement d'outils, de moyens qui vont permettre de limiter cette dépendance. Dans quel domaine exactement? Alors les domaines sont vastes, mais on peut les résumer à 2 grands axes. Les 2 grandes thématiques, ça va être tout ce qui va être les démarches de prévention. Et on sait que c'est essentiel, quelque part, on le voit aussi avec le reportage précédent sur Parkinson, de démarches de prévention, qu'elles soient primaires ou secondaires, pour toute personne de plus de 50 ans. Et puis, bien évidemment, les processus de soins, les parcours de soins, comment améliorer les parcours de soins, tout ça, dans une optique, quelque part, de permettre aux personnes de plus de 50 ans de rester le plus autonome possible. Quelle sera l'enveloppe financière? Alors l'enveloppe financière, c'est... On n'est pas du côté des projets de Clinatech. Hein. Non, pas du tout. Mais c'est déjà... quoi, je tiens à souligner quand même que c'est la 3e année. Donc cet appel à projet national est renouvelé année après année. Donc un vrai soutien dans la durée de la part du groupe AG2R La Mondiale, avec des enveloppes cette année, suivant les projets, de 30 à 75 000 euros, avec au moins 2 lauréats. Donc ce sont déjà pour des entreprises qui sont dans des phases, j'allais dire, de démarrage, qui ont développé déjà un prototype qui est en phase de test, la possibilité, y compris éventuellement auprès des assurés d'AG2R La Mondiale, d'avoir une possibilité de test, comme on dit in vivo, c'est-à-dire sur un grand nombre, auprès d'un grand nombre de personnes de leur dispositif. Quelles sont les innovations qui ont déjà été récompensées en 2019 et en 2020? Elles portaient sur quel projet? Alors ça portait sur des projets, j'allais dire, de dispositifs, par exemple sur de la perte auditive ou sur des processus de soins, par exemple comment venir auprès des personnes âgées qui sont dans des EHPAD et que des médecins ophtalmologues puissent venir se déplacer pour mieux traiter, diagnostiquer, traiter l'évolution des maladies. Ça pouvait être sur un traitement de brosse à dents par ultrason qui permet de mieux et plus rapidement se laver les dents. Voilà, l'arthrose du genou aussi, un projet dans le domaine de l'arthrose du genou. La diversité est riche, ça va vraiment sur des dispositifs, des appareils qui vont permettre ou des parcours de soins, des façons d'approcher les personnes de plus de 50 ans différemment. Et si on veut postuler, il faut bien sûr aller sur le site medicalps.eu/made4age. Et vous y retrouverez effectivement tous les éléments pour constituer votre dossier, ainsi que le processus de sélection avec un jury qui aura lieu cet automne. Merci beaucoup Vincent. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve pour un dossier consacré au parcours autisme des enfants. De retour dans Check-up pour parler des troubles du spectre de l'autisme et du parcours des enfants. Je vous présente nos invités dans une fraction de seconde. Vincent Templard, vous avez bien voulu rester, je vous en remercie. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes président de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé dans l'arc alpin. Et nous ont donc rejoint le docteur Isabelle Palacio. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes pédopsychiatre, responsable de l'unité de soins précoces au centre hospitalier Alpes-Isère. À vos côtés, docteur Anne Cormorèche-Monge. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes, vous, médecin, directeur de la plateforme de coordination et d'orientation. On verra de quoi il s'agit dans un instant. Et puis Michel Guinaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, président d'Envol Isère Autisme. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Docteur Palacio, pour débuter, une question toute simple, ou pas. Qu'est-ce que l'autisme? Alors, c'est une question effectivement qui peut être assez complexe. Alors, l'autisme, c'est vraiment un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise du coup par des difficultés de rentrer en communication, par exemple pour un enfant de se faire aussi des copains, par exemple, qui peut se caractériser par des retards dans le développement, un retard de langage, par exemple. Et puis, il y a aussi tout un deuxième, on va dire, domaine avec des comportements un peu répétitifs, des jeux répétitifs ou une anxiété à changer, par exemple.
Donc l'autisme se caractérise par des décalages en développement dans 2 domaines principaux, la communication et des comportements restreints et répétitifs. Est-ce qu'il y a des connexions qui ne se font pas dans le cerveau ? Alors, des connexions qui se font peut-être plutôt mal, peut-être. Il y a beaucoup de recherches sur ce trouble qui est très complexe, qui repose en fait sur un développement neurologique qui est atypique. Donc, ce qui explique que les enfants et les personnes avec autisme ont aussi des très bonnes compétences dans certains domaines, mais moins dans d'autres. Voilà, c'est pas que en termes de déficit dont on parle. Il y a des bases génétiques qui sont certaines, qui sont prouvées, mais en fait, c'est pas comme on peut dire comme la mucoviscidose avec un seul gène atteint, c'est des multiples gènes qui entraînent effectivement une cascade neurodéveloppementale différente, atypique, voilà, qui entraîne du coup des symptômes et des difficultés différentes pour chaque personne. Alors, plusieurs symptômes, plusieurs troubles, plusieurs formes d'autisme, c'est bien ça ? En tout cas, c'est pour ça qu'on parle de trouble du spectre de l'autisme, parce que la personne va effectivement avoir différentes difficultés. Et puis tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je suis pédopsychiatre, je m'occupe d'enfants, donc je les vois tout petits. Parfois ils ont des grosses difficultés, ils peuvent ne pas me regarder ou avoir un retard de langage important. Et puis heureusement, ils font des progrès. Mais après, ils rencontrent d'autres enjeux. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à se faire des copains ou travailler en classe. Voilà. Et puis après, quand ils sont plus grands à l'adolescence, c'est les premiers amours aussi. Comment flirter quand on est un enfant ou un adolescent avec un trouble du spectre de l'autisme et qu'on ne perçoit pas très bien aussi les implicites sociaux. Et puis après, on est adulte et donc on doit travailler, vivre sa vie. Et donc à chaque domaine, à chaque parcours de vie, il y a aussi des difficultés qui peuvent être différentes. Tout ce qui nécessite des interactions avec les autres peut poser problème ? Oui, en quelque sorte, tout ce qui nécessite des interactions. Après, ce serait peut-être sûrement réducteur pour les personnes qui nous écoutent, parce que les personnes avec autisme ont aussi plein d'autres compétences que nous, on n'a pas. Ils ont aussi la vision du détail, ils ont aussi une très bonne mémoire visuelle. Enfin, voilà, on ne peut pas que parler en déficit. Et je pense que c'est aussi important. Je pense que le représentant d'Envol Isère Autisme pourrait être aussi le porte-parole de ces personnes. Oui, Michel Guinaud, vous êtes donc le président d'Envol Isère Autisme, une association qui regroupe des familles. Et c'est ce que vous constatez parmi vos adhérents, des formes d'autisme diverses, variées On parle de spectre de l'autisme, donc ça va effectivement d'adultes ou d'enfants qui peuvent être extrêmement déficitaires, tel que ça a été décrit, mais pas forcément. Et puis à l'extrême, on peut avoir des enfants qui sont tout à fait brillants intellectuellement, avec parfois même des surcompétences. Alors justement, on a beaucoup parlé ces derniers temps d'autistes Asperger. Est-ce que c'est une minorité ? Alors là, c'est un problème de classification, donc il faut peut-être demander à un spécialiste d'en parler. Oui. Dans l'association, vous avez beaucoup de cas comme celui. Alors, nous, on parle plutôt de forme de haut niveau, c'est-à-dire au niveau intellectuel, mais c'est transposé c'est une traduction mal faite de l'américain, donc c'est pas très, très joli. En tout cas, des enfants qui ont un bon potentiel, voire un haut potentiel intellectuel pour donner des choses un petit peu plus compréhensibles. Dans les adhérents familles ou des familles qui viennent nous voir quand on fait des permanences, on voit des enfants et des adultes, des jeunes adultes qui ont tous les niveaux. Plus on va avoir des problèmes de scolarisation, plus ça concerne des enfants qui ont on va dire des niveaux intellectuels tout à fait corrects, mais qui vont être en difficulté sur des plans en particulier relationnels, mais aussi d'adaptation au système scolaire, des difficultés de compréhension des choses qui sont évidentes pour tout à chacun, ce qu'on appelle l'implicite, donc qui nécessite effectivement que l'environnement pour eux devienne plutôt explicite, alors que nous on n'a pas forcément à le comprendre. Donc et ça c'est assez commun à tous les enfants, quel que soit leur niveau de développement. Tous les enfants à haut potentiel, Dr Palacio, n'ont pas forcément un autisme Asperger. Non, en fait, le syndrome d'Asperger, c'est un syndrome qui a été décrit donc, par Hans Asperger, donc par
un médecin donc juste après la Seconde Guerre mondiale, qui décrivait des personnes effectivement très intelligentes mais maladroites socialement, avec un très très bon niveau de langage. Voilà. Et puis on a tous dans la littérature, au cinéma, un peu l'exemple voilà, d'un syndrome d'Asperger. Par exemple, Sherlock Holmes, c'est un syndrome d'Asperger typique, donc il va résoudre ses énigmes parce qu'il a le sens du détail, il comprend plein de choses. Mais actuellement, c'est vrai qu'on se concentre sur le fait voilà, de savoir effectivement l'autisme avec toutes ses compétences. Donc on ne parle plus en soi d'un diagnostic de syndrome d'Asperger, même s'il est bien utilisé en langage courant, on va dire. Alors, ces troubles peuvent parfois conduire à des comportements violents. Ça arrive. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des troubles du comportement, effectivement, violents de différentes sortes. Hein. Ça peut être aussi des automutilations, voilà, comme... Oui, envers eux voilà, ou envers soi, ou effectivement des grosses crises de colère, comme peuvent dire les parents qui sont assez désarmés face à ce genre de situation. Parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, effectivement, il y a des difficultés de lecture de l'environnement, et puis il y a aussi beaucoup de particularités sensorielles. Faut voir ces enfants-là qui sont très sensibles à tous les bruits de l'environnement. Ils sont peut-être parfois ça peut être agressif, très fatigant pour eux. Donc c'est notre rôle qu'ils puissent être bien dans la cité et bien à l'école en tenant compte de toutes ces particularités-là pour qu'il n'y ait pas ces genres de troubles du comportement qui arrivent. Mais ce n'est pas une fatalité, les troubles du comportement. Alors, certains enfants peuvent avoir justement dans les petites choses du quotidien qui les gênent, notamment porter certains vêtements, une fermeture éclair, un bouton. Ça peut arriver. Alors, une maman iséroise a décidé de concevoir des vêtements différents pour des enfants différents. Laurine Guignard. Couture apparente, couleur vive et poche extérieure, le pull de Tao est non seulement stylé, mais il est surtout unique en son genre car il a été fait pour lui. Il ne supporte plus les coutures intérieures ni même les étiquettes. Le matin, impossible de s'habiller. Il souffre d'une hypersensibilité corporelle, ce qui est fréquent chez les enfants comme lui, atteints du spectre de l'autisme. Alors sa maman s'est improvisée styliste et lui a cousu des vêtements sur mesure. Dès les premiers essayages, Tao a été conquis. Il a les coutures à l'extérieur, il a des grandes poches, on peut accrocher des trucs, on se sent bien. Eva n'a pas choisi ses matériaux au hasard, tissus européens de qualité bio et sans allergènes. Grâce à ses vêtements, Tao ne met plus que quelques minutes à s'habiller. Cette réussite a poussé Eva à développer son concept pour les autres et à créer la marque Nel et Tao. Sur les réseaux sociaux, elle propose aux parents des vêtements différents pour enfants différents. Le principe, c'est surtout au niveau de la technique, des formes simples, faciles à enfiler, pas de boutons, pas de fermeture éclair. Les coutures sont à l'extérieur, des poches à l'extérieur, donc ça permet à l'enfant de repérer le devant du dos. À l'intérieur du poche du sweat, je mets des petites languettes avec des anneaux pour accrocher des fidgets, les cartes de communication, enfin tout ce dont l'enfant a besoin au quotidien pour être rassuré. Chaque commande passée est personnalisée en fonction de ce que l'enfant aime. Pour le moment, c'est un succès. Eva a dû agrandir son atelier pour continuer à développer sa marque et pour répondre au nombre de commandes qui ne cesse d'augmenter. Peut-être une petite réaction, Michel Guinaud, c'est aussi un trouble peut-être dont vous font part les parents, une hypersensibilité, y compris pour les vêtements? C'est quasi obligatoire, quoi. Enfin, après, les troubles sensoriels, ils vont varier d'un enfant à l'autre, mais beaucoup d'enfants vont multiplier les difficultés, enfin les troubles sensoriels, un peu comme si leur cerveau ne filtrait pas bien les informations. Donc le toucher, c'est effectivement, ça fait partie des difficultés. Donc ça, c'est des bonnes initiatives. Mais il y a tous les bruits, hein, vous en parliez. Donc des fois, on est obligé d'équiper les enfants de casques pour qu'ils arrivent à se concentrer et pas être perturbés par les bruits, les odeurs, voilà, toutes les sens. C'est aussi des enfants ou des adultes qui sont plus sensibles à la douleur que les gens qui n'ont pas le trouble du spectre. Et du coup, et puis du coup, avec ça fatigue énormément. Donc du coup, ils sont obligés de se concentrer énormément, d'essayer de filtrer toutes ces sensations parasites. Et ça leur demande énormément d'efforts, énormément d'attention. En plus, il faut aller regarder les autres, comprendre ce qu'ils disent. Donc ça peut être vite, la vie en société où il y a du bruit, ça peut être vite un enfer alors c'est pas toujours très prégnant, mais moi j'ai jamais rencontré d'enfants ou d'adultes autistes qui n'avaient pas de difficultés sensorielles.
Docteur Palacio, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Ah ben c'est super, bravo pour la maman. Et oui, je trouve ça vraiment super que les mamans puissent donner leurs trucs et astuces et les faire partager, parce que c'est vraiment, elle le dit bien, ça devait être la galère tous les jours pour s'habiller. Beaucoup de parents ont ce genre de difficultés. Et effectivement, les particularités sensorielles font partie du diagnostic du trouble du spectre de l'autisme, voilà, comme critère diagnostique. Alors justement, puisque l'on parle de diagnostic, je le disais, Envol Isère Autisme, c'est une association de parents. Michel Guinaud, vous êtes papa d'un fils, un jeune adulte qui a été diagnostiqué autiste. Comment l'avez-vous découvert quand il était petit ? On le trouvait un petit peu bizarre. Moi, je disais souvent, il est un peu à l'ouest. Il avait quel âge ? Alors quand on a été diagnostiqué, il devait avoir 4 ans. Ça s'est passé en petite section maternelle. Il était gentil comme tout, mais voilà, la maîtresse disait, mais je comprends pas, il n'arrive pas à compter, il n'arrive pas... Il est toujours avec moi. Voilà. Elle disait, il faudrait que vous le montriez à un psychologue. On est allé voir une psychologue pour enfants qui nous a dit, je comprends pas ce qu'il y a, votre enfant, vous devriez, voilà, il faudrait que vous alliez voir quelqu'un au CADIPA. Alors, le CADIPA, c'est ? Au CADIPA, donc c'est le centre alpin de diagnostic précoce. C'est l'antenne du centre ressources autisme. Voilà, donc la personne le médecin qui vous précédait tout à fait. Et qui a posé voilà, il a eu tout un bilan. Ça a duré quand même, avant le diagnostic, il y a eu tout un parcours diagnostique qui a duré environ 6 mois. Et puis voilà, avec plusieurs entrevues. Et il a été diagnostiqué à ce moment-là. Et vous pensez que vous avez été rapidement bien orienté quand même ? Visiblement, le parcours, ça a été un petit peu long. Quand on vit ça à l'intérieur, c'est toujours un peu long parce qu'on a des doutes. Bon, après, on voyait bien qu'il était, il était quand même, il était un peu zarbi, quoi. Donc, mais on est toujours pressé à un diagnostic, mais en même temps, mais ça s'est fait tranquillement. Et puis après, on a été, et du coup, le médecin qui vous précédait nous orientait vers l'association Envol Isère Autisme. Et voilà. Et puis la suite. Et voilà, maintenant vous êtes présidente. Alors, Anne Cormorège-Monge, vous vous occupez d'une plateforme de coordination et d'orientation pour notamment aider les parents, c'est bien ça ? C'est ça. Donc, la plateforme d'orientation et de coordination de l'Isère, elle existe depuis à peu près 2 ans. Et c'est très récent. C'est très, très récent. Finalement. Ça veut dire qu'il y avait un besoin ? Il y avait un gros besoin pour que les parents et leurs médecins n'errent pas pendant des mois et des mois, parce que c'est souvent ce qui nous est dit. C'est-à-dire qu'on a souvent des doutes et puis on en fait part. Alors, il y a beaucoup de médecins qui ne se sentent pas assez formés, qui n'avaient pas assez d'éléments pour pouvoir vraiment faire du repérage efficace. Et puis après, une fois qu'on a repéré, posé des mots, orienté au bon endroit, ça reste quelque chose de compliqué. La plateforme, en tout cas, ces constats ont été clairement notés dans la dernière stratégie autisme. Il y a eu un gros axe qui a été posé sur le repérage et la prise en charge précoce avec la mise en place de plateformes. En Isère, on a été parmi les tout premiers, mais il y en a maintenant dans beaucoup de départements et tous les départements seront couverts avant la fin de 2022. Et en fait, le but de la plateforme, c'est d'orienter les médecins qui voient des enfants pour lesquels ils ont un doute vers les bilans adéquats pour pouvoir petit à petit poser un diagnostic. Alors, ce n'est pas toujours un diagnostic d'autisme en tant que tel, mais c'est l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on puisse faire un diagnostic fonctionnel de chaque enfant. Qu'est-ce qui est difficile pour cet enfant ? Qu'est-ce qui fait difficulté dans son quotidien à la maison, à l'école ? Et c'est l'ensemble des professionnels qui vont pouvoir avoir ce regard un peu croisé pour donner des mots simples aux parents, réexpliquer ce qui se passe et que du coup, on puisse à la fois tous s'adapter et puis orienter vers les soins adéquats. C'est le médecin généraliste qui peut poser ce diagnostic avec des outils de la plateforme ou il oriente les parents vers la plateforme et d'autres spécialistes ? Alors, le médecin généraliste, le pédiatre, le médecin de PMI, le médecin scolaire, il a maintenant un outil, qui est un outil qui a été mis en place dans le cadre de la stratégie, qui est un petit carnet de santé, en fait, qui peut être glissé, de mon point de vue, qui devrait même être glissé dans tous les carnets de santé à la naissance, parce qu'il y a une page par âge clé, c'est-à-dire 6 mois, 12 mois, 24 mois, etc., jusqu'à 6 ans, avec des critères de repérage qui sont très simples, les carnets de santé. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner quelques critères ? Bien sûr. Alors, imaginons un enfant qui arrive pour sa
visite des 2 ans chez le médecin. Il y a une visite obligatoire à 2 ans. Donc, dans le carnet de santé, il y a un certain nombre d'éléments, mais qui sont surtout des éléments sur la dimension somatique. Le poids, la taille. Voilà, il y a quelques dents, éléments, tout ça. exactement. Mais il y a peu de choses sur le neurodéveloppement. Et là, vous avez une page dans laquelle vous avez des grands champs, donc la motricité avec trois items, la motricité globale, la motricité fine, le langage oral et la socialisation. Donc, on va screener un peu les différents axes de développement, du développement psychomoteur de l'enfant. Et on va regarder, soit on a des critères qui sont attendus pour l'âge de l'enfant. On n'a pas d'inquiétude. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre la surveillance, mais en tout cas, on n'a pas de grande inquiétude. Soit on a un petit décalage et on va éventuellement alerter, faire de la guidance avec la famille, montrer comment on peut stimuler cet enfant, et puis refaire le point 6 mois après. Et parfois, on a effectivement des éléments de grande inquiétude avec 2 ou 3 items qui ne sont pas aux attendus. Et là, on s'oriente vers la plateforme qui va pouvoir guider le médecin vers les bilans qui semblent nécessaires, que ce soit en structure, soit en libéral. Vous pouvez aussi aider les familles, puisque ces bilans, ils ont un coût. Et vous êtes aussi là pour ça, pour donner un petit coup de main. Voilà, les bilans ont un coût. Alors, soit on a de la place dans une structure et pluridisciplinaire avec des professionnels ad hoc, soit il n'y a pas de place. Et jusqu'à maintenant, il fallait effectivement éventuellement solliciter des libéraux, mais avec des bilans qui étaient coûteux, non remboursés par la sécurité sociale. Et dans le cadre de la stratégie, il y a maintenant des forfaits précoces qui rendent les familles solvables. Donc, quand la plateforme juge nécessaire qu'il faut tel ou tel type de bilan, on peut donner accès effectivement à ce qu'on appelle un forfait précoce qui permet d'aller en libéral chez des professionnels qui ont fait le choix de travailler avec la plateforme et qui donc acceptent les tarifs de la plateforme et qui vont faire les bilans qui seront payés par la plateforme et plus par la famille. Cette plateforme s'adresse à tous les enfants, quel que soit leur âge ou Alors, elle s'adresse aux enfants de 0 à 6 ans révolus pour l'instant. Il y a une deuxième étape, un deuxième étage de la fusée pour les 7-12 ans. Les décrets sont en cours de parution. Le cahier des charges n'est pas encore complètement... Donc, pour l'instant, ça s'arrête à 6 ans révolus. Mais effectivement, la volonté gouvernementale, c'est de l'élargir jusqu'à 12 ans. Alors, ça commence à la naissance. Votre fils, Michel Guinaud, a été diagnostiqué autour de 4 ans. Est-ce que quand on prend du retard comme ça dans le diagnostic, on peut encore récupérer tous les ateliers, reprendre en charge l'enfant, avoir une bonne prise en charge, ou le plus tôt c'est le mieux? Pour toute difficulté, le plus tôt c'est le mieux, ça c'est sûr. Après, ça dépend beaucoup des symptômes ou des difficultés présentées par l'enfant. C'est-à-dire que tous les enfants n'ont pas forcément un retard de langage. Voilà. Donc, on a parfois des enfants finalement qui arrivent à apprendre, à bien compenser. Et puis à l'adolescent, il y a encore des adultes qui ont un autisme, comme on dit, de bon niveau, qui réalisent a posteriori qu'effectivement ils sont autistes. Et puis ils ont réussi à compenser jusqu'à un moment donné où parfois malheureusement ils craquent parce que c'est très fatigant pour eux et difficile. En tout cas, nous, les enfants qui sont adressés par la plateforme ou par d'autres médecins libéraux, les enfants qu'on voit donc en centre ressources autisme, que je rencontre en consultation, c'est vraiment des enfants qui ont un retard de développement parce qu'effectivement, ils sont, on va dire, dans quelque sorte dans une bulle autistique, ils ont peu ou pas de capacité d'imitation, ils regardent très peu ou ils ont un regard fuyant et du coup, les parents s'inquiètent assez rapidement. Voilà. Si un trouble autistique n'est pas pris en charge, l'état de l'enfant adulte peut se dégrader très rapidement. En fait, et ça a été, c'est ça le scandale en fait en France, c'est que quand on a un autisme, on a très peu de capacité d'imitation aussi. Il y a vraiment un déficit d'imitation. Alors tous les enfants, et nous tous, même, on apprend en imitant, en regardant et en imitant. Et du coup, il y a un retard de développement qui se crée, un retard de langage, mais aussi un retard de développement global. Et si vous n'êtes pas là à aider l'enfant et les parents pour reprendre une dynamique, réapprendre à imiter, à regarder, à faire tout ce qu'on appelle les prérequis à la communication, le pointage, le regard, l'attention conjointe, eh bien malheureusement, le risque, c'est que ce retard de développement devienne, on va dire, un déficit, c'est quelque chose de plus construit. Et c'est là où la France a été malheureusement à la traîne pendant plusieurs dizaines, voire plus d'années. C'est-à-dire qu'on avait des personnes adultes avec un handicap trop profond parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu des prises en charge adaptées. Et c'est là où les associations comme Envoi les érotismes au niveau de la région, après il y en a d'autres au niveau national avec des associations de parents qui sont montées au créneau et qui ont mis en place en France ces différents plans autistes de manière à ce que le dépistage, mais aussi les prises en charge soient adaptées. C'est aussi le rôle de votre association d'alerter les pouvoirs publics?
Ah oui, donc du coup, Envol Isère Autisme est affilié à Autisme France, hein, donc on est une vraie filiale d'Autisme France. Et on est le relais départemental et on applique, voilà, on partage exactement les mêmes valeurs associatives qu'Autisme France. Après, il y a d'autres grandes associations nationales, mais nous, on est de cette obédience-là, pardon. Et voilà, l'idée, c'est quand même de mettre en place des prises en charge le plus précocement possible et celles qui sont recommandées par la haute autorité de santé, puisque c'est celles qui ont valeur de preuve d'efficacité aujourd'hui. Peut-être que demain ça va changer, mais en tout cas aujourd'hui c'est celle-là. Donc et l'association, elle s'est créée il y a 30 ans pour la scolarisation des enfants autistes. Alors, le centre hospitalier Alpes-Isère accueille un pôle clinique donc des troubles du spectre de l'autisme pour ce diagnostic au plus tôt. Il existe depuis combien de temps ce pôle ? Il existe depuis quelques années, 5 ans environ, il me semble. En fait, la volonté de ce pôle, c'est effectivement de pouvoir appliquer les bonnes recommandations de la Haute Autorité de Santé, de l'enfant à l'adulte. C'est aussi une partie adulte dans ce pôle. Il s'occupe de personnes adultes qui présentent effectivement un handicap assez important. Moi, du côté enfant, donc il y a l'antenne du Centre Ressources Autisme, donc le CADIPA, et il y a des unités, on va dire, de soins intensifs pour des enfants qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire qui ont un gros retard de développement et qui ne peuvent pas être pris en charge qu'en libéral, en quelque sorte. Alors justement, vous vous occupez notamment de l'unité Denver. On va regarder le reportage de Lilian Veillé et on en parle juste après. Charlie a 3 ans, il souffre de troubles du spectre de l'autisme, des problèmes de comportement, des troubles du langage et une certaine indifférence aux autres en sont souvent les signes annonciateurs. Il y a un changement de comportement à la maison. À 18 mois, il est passé d'un petit garçon très gentil, très calme, à des crises de nerfs toute la journée. Cela fait maintenant 1 an qu'il passe 3 demi-journées au centre hospitalier Alpes-Isère à Saint-Égrève. Dans cette unité de soins précoces, on prend en charge des enfants de 1 à 5 ans pendant 1 à 2 années. On va être vraiment sur quelque chose de très intensif. Donc on prend les tout petits parce que c'est là où il y a la plus de marge de progression et il faut vraiment mettre le paquet tout petit pour qu'ils puissent avancer au maximum. Pour cela, on utilise la méthode Denver, une démarche éducative et comportementale centrée sur l'enfant et basée ici sur des jeux pour étudier son développement dans les domaines de la motricité, du langage et des interactions sociales. Quand l'enfant arrive en fait dans l'unité, on lui fait passer ce qu'on appelle un curriculum pour évaluer en fait ses difficultés, mais aussi ses compétences, ses émergences. Et nous, on part de ces émergences pour créer des objectifs de travail. Et en seulement 1 an, Charlie a beaucoup progressé. J'ai vu un gros développement chez mon fils parce qu'en fait, on est arrivé ici, il parlait pas du tout. Il n'y avait aucun mot. Très peu de regard. Il est beaucoup plus en lien au niveau du regard avec les autres, de ses observations aussi qu'il a, de l'adulte, de ses pairs aussi. Le langage aussi se développe. Il y a beaucoup de progression aussi dans le jeu, dans l'intérêt pour le jeu. Et Charlie n'est pas tout seul. Cette unité a ouvert en mai 2020 et possède aujourd'hui 10 places. Et les parents ont tous remarqué d'importants progrès sur le comportement de leur enfant. En fait, il est tout le temps dans les crises de nerfs et ça ne se calmait pas. En fait, ça peut durer de 1 demi-heure à 1 heure. Et depuis qu'il est pris en charge, ces crises, elles passent une fois par 2 semaines, voire 3 semaines, voire pas du tout. Et même ces crises, elles durent 2 minutes. Il avait une inversion pronominale aussi. Il disait « tu » pour parler de lui. Du coup, ça, depuis qu'il est pris en charge, ça a disparu. Il dit bien « je » pour parler de lui. Il gère beaucoup mieux ses frustrations. On sent qu'il gère mieux l'échec. Et après leurs 2 années maximum passées au centre, les enfants sont souvent orientés vers d'autres professionnels comme des psychologues pour garder un suivi sur leur développement. Docteur Palacio, tous les petits enfants qui présentent des troubles de l'autisme ne passent pas par cette unité, évidemment. Non, c'est une unité très spécialisée, il y a à peine 10 places. Effectivement, on prend des enfants qui ont vraiment un retard de développement important et surtout qui généralement n'ont pas encore de langage. De manière, notre priorité, c'est que le langage se développe et puis qu'ils puissent être scolarisés et aller à l'école maternelle, faire leur rentrée scolaire avec un langage verbal, comme on dit dans notre jargon, fonctionnel, qu'ils puissent communiquer avec les autres. Comment on fait pour diagnostiquer chez des tout petits qui n'ont pas le langage ?
Et bien pour ça, il y a des critères maintenant qui sont très bien reconnus. C'est ce que vous nous disiez, Voilà. docteur Monge. Voilà, donc qui sont directement même effectivement redits à travers la plaquette. PCO, dans la plaquette. Voilà, il y a un questionnaire de dépistage aussi qui s'appelle le MCHAT, qui est connu depuis plusieurs années, où il y a vraiment ce qu'on appelle des signes d'alerte du trouble du spectre de l'autisme. Voilà, où on pose des questions toutes simples aux parents. Est-ce que votre enfant pointe quand il veut demander quelque chose? Est-ce qu'il vous regarde? Voilà, est-ce que vous arrivez à jouer avec lui? Est-ce qu'il y a un peu de faire semblant? Est-ce qu'il fait semblant à jouer avec vous? Voilà, des sortes de ce questionnement-là, et qui sont reconnus et que généralement les médecins de première ligne peuvent utiliser. Vous constatez des progrès déjà chez les enfants? Il faut combien de temps? Il reste combien de temps finalement à l'unité Denver? Donc nous, sur l'unité Denver, les enfants, ils ont moins de 3 ans à l'admission. C'est une unité de jour? C'est une unité de jour, effectivement. Les enfants viennent sur des demi-journées. Une journée, c'est trop long. Et puis, on aime bien qu'ils aillent à la crèche ou à l'école aussi. Donc, c'est 1 an renouvelable une fois. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans les prises en charge précoces. Et puis, mon but, c'est effectivement que dans ce parcours de vie de l'enfant, il a là, à ce moment-là, besoin un peu de l'hôpital pour des soins intensifs, mais après qu'il ne remette plus les pieds, en quelque sorte. C'est-à-dire que vraiment, qu'on puisse... que ce retard de développement puisse vraiment s'amoindrir et qu'il puisse ensuite aller à l'école. Qu'est-ce que vous proposez aux parents aussi et aux enfants dans cette unité? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, dans cette unité, les parents sont dans les soins et puis on essaye aussi de réapprendre aux parents à rentrer en interaction avec un enfant. C'est-à-dire que malheureusement, encore, les parents sont parfois encore un peu pointés du doigt en disant mais en fait, ils ont du mal à jouer avec leur enfant. Mais oui, mais quand il y a un enfant qui est porteur d'autisme, qui ne vous regarde pas, c'est très difficile de jouer avec un enfant ou un petit bébé qui, dès son plus jeune âge, a du mal à vous regarder, être dans cette réciprocité sociale. Et donc, on rassure le parent dans leurs compétences parentales pour retrouver ce lien et cette relation avec leur enfant. Michel Guinaud, est-ce que le rôle de l'association, c'est aussi peut-être de déculpabiliser les parents, parce qu'il y avait des vieilles théories de pédopsychiatres qui disaient un peu, oui, les parents, peut-être c'est un peu de votre faute. Oui, donc Refrigerator Mother, c'est quelque chose qu'on bannit. Effectivement, on est là pour les accompagner, les aider, et donc on reçoit quand même beaucoup de familles qui découvrent le diagnostic d'autisme et qui viennent nous voir à la permanence, et on essaie de les rassurer, de les déculpabiliser, en leur disant bien sûr que c'est pas de leur faute, que c'est leur enfant qui est comme ça, mais que voilà. C'est pas non plus de la faute de l'enfant. C'est pas non plus de la faute de l'enfant. Il est né comme ça, il va rester, comme ça, il va évoluer, mais il restera autiste. L'idée, c'est qu'on lui donne les meilleures chances possibles pour qu'il devienne un adulte citoyen. Anne Monge. Oui, je pense que la place des parents, qui justement est vraiment soulignée depuis quelques années, elle est essentielle. Les parents ont quand même, d'abord été culpabilisés, puis souvent mis sur la touche, c'est-à-dire pas forcément associés au processus diagnostique, au retour. Il y a quand même encore beaucoup d'endroits où on peut faire des plans de soins et puis ensuite en faire lecture aux parents. Clairement, on a vu les choses changer sous l'impulsion des centres ressources, l'arrivée des PCO, où la demande est faite et c'est non négociable que les parents soient associés au temps de synthèse, à la restitution, que ce soit vraiment un partenariat, et je pense que c'est essentiel. Les soins, ça n'est pas que les soins vis-à-vis de l'enfant, c'est aussi beaucoup l'accompagnement des familles, c'est effectivement les rassurer, réexpliquer comment fonctionne l'enfant et pour pouvoir les aider à aménager leur environnement pour qu'il n'y ait pas ce surhandicap dont parlait Isabelle tout à l'heure. Ça, c'est absolument essentiel. Mais ça fait pas... Docteur Palacio, oui, ça fait aussi partie du soin. L'enfant sera mieux s'il est accompagné par ses parents. Oui, tout à fait. On ne peut pas prendre en charge un enfant sans accompagner les parents, sans expliquer ce qu'est l'autisme. Et puis, vraiment, après, il y a tout un cercle vertueux qui peut se faire. Voilà. En comprenant mieux l'autisme, tout à l'heure, vous évoquez les troubles du comportement, mais les parents sont très désarmés. Et bien, on apprend aussi à analyser, à se dire mais qu'est-ce qui s'est pas bien passé, là il y a quelque chose qui est un peu loupé, on va l'analyser ensemble de manière à ce que l'enfant se sente mieux et puis les parents aussi. Le pôle accueille également des enfants un petit peu plus grands que ceux de l'unité Denver, des enfants certains qui ont rencontré Emmanuel Macron début avril. Est-ce que vous savez pourquoi le président de la République est venu chez vous? Anne Monge. Je crois que là, il y avait clairement la volonté de venir voir
comment s'organisaient les plateformes sur les territoires. C'était vraiment un axe très très fort de la politique qui a été mise en œuvre là, il y a 3 ans. Et c'est vrai que la stratégie autisme que conduit Madame Compagnon, qui est déléguée interministérielle, dans le cadre du gouvernement actuel, a vraiment une mission sur le dépistage, le repérage extrêmement forte. Je crois qu'ils avaient quand même envie de venir voir concrètement, après 18 mois de mise en œuvre, ce que ça donnait sur le territoire, avec la volonté de voir aussi des familles qui en ont bénéficié, d'avoir un retour concret et de rencontrer aussi les libéraux qui sont très, 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 très engagés depuis plusieurs mois maintenant, avec vraiment une volonté forte de signer les contrats avec la plateforme, de pouvoir rendre les familles solvables, de pouvoir s'investir. Voilà, il y a vraiment, là c'est vrai, une coopération sur le territoire de l'Isère qui est très très forte et qui est une vraie belle dynamique. Alors, on va parler un petit peu d'école, puisque c'est aussi le but de l'école. On parle beaucoup d'école inclusive. Est-ce que ça existe, Michel Guinaud, l'école inclusive ? Je pense qu'il y a du cas beaucoup de difficultés à définir. Après, donc il y a quand même un tournant dans notre appareil législatif, c'est la loi de 2005, effectivement, qui a rendu obligatoire la scolarité des enfants en situation de handicap, pas que les enfants autistes. Et ça a quand même été un tournant qui a quand même favorisé l'accueil des enfants autistes. Alors, ça reste encore difficile. Ça, c'est moi j'ai quand mon fils a été diagnostiqué, la loi avait 2 ou 3 ans. Il a pu bénéficier quand même de toutes ces mises en place et qui ont été fort utiles. On voit que c'est quand même difficile de scolariser à temps plein des enfants autistes. Donc on parle de scolarisation, mais ça reste encore des temps très partiels. Il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer, notamment la formation des enseignants qui ils sont pas de formation, comme on accueille des enfants en situation de handicap, qui peuvent avoir en plus non seulement des troubles des apprentissages, mais des troubles du comportement. Comment on régule ça dans une classe. Les adaptations qui sont indispensables à mettre en place pour que les enfants puissent apprendre. Donc certains enseignants adhèrent, d'autres ont plus de difficultés parce que ça change leur pratique, ça interfère avec leur pédagogie, ça s'entend tout à fait. Donc il y a encore, ça s'est beaucoup amélioré. Mais on est encore loin du compte. Là, actuellement, on est sur un groupe de travail pour le secondaire, parce qu'on commence à voir de plus en plus d'enfants autistes qui arrivent dans le secondaire, donc au collège. Il n'y en a encore pas beaucoup au lycée, quelques-uns, diagnostiqués. Et on voit que c'est difficile pour les enfants, et s'il n'y a pas d'adaptation. Et comment ça se passe alors pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école ? C'est les parents qui les prennent en charge ? Il y a des centres ? Alors, l'alternative, c'est dans des milieux spécialisés type IME, Institut médico-éducatif, mais les places sont quand même relativement restreintes et il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a des enfants qui restent à 0 solution, qui ne sont jamais scolarisés. Voilà. Après, il y a l'hôpital de jour qui est une alternative, mais il y a très peu de scolarité. Normalement, il est censé en avoir, mais ça reste quand même relativement insuffisant par rapport à ce qu'on... C'est une perte de chance. Si on veut qu'un enfant apprenne, il faut qu'il apprenne... qu'il ait les mêmes temps d'apprentissage que les autres. Aujourd'hui, quelle est la proportion d'enfants qui arrivent à avoir un soutien, une scolarité, que ce soit dans un IME ou que ce soit effectivement à l'école ? À l'école ? Parce que normalement, il y a un peu de scolarité dans les IME, mais très peu le mettre en place, puis c'est pas facile, ils n'ont pas forcément les moyens, il y a du temps d'enseignant à temps partiel, c'est une situation qui est quand même pas facile. À l'école, le nombre d'enfants scolaires... le pourcentage ? En fait, on ne sait pas répondre à cette question. Moi, je dis si on arrive à la louche, 70%, quoi. Et pourtant, docteur Palacio, pouvoir suivre une scolarité, ça fait aussi partie de ce processus, si ce n'est de guérison, de mieux-être. Alors, ça fait partie en fait du processus d'inclusion de manière générale pour toute personne handicapée, en fait, dont les troubles du neurodéveloppement. Donc effectivement, il n'y a pas que les soins, il y a aussi avoir droit à la scolarité, avoir droit au travail, avoir droit à effectivement un logement. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a encore des enfants qui sont comme des adultes d'ailleurs qui sont sans solution, c'est-à-dire chez leurs parents et du coup qui sont déscolarisés ou qui n'ont pas de travail, qui sont peu hors structure. Et ça, c'est vrai que c'est des situations très complexes. Après, je trouve que l'État quand même a mis des moyens. Il y a maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs
dispositifs permettant la scolarisation. Il y a soit effectivement la scolarisation ordinaire avec une AVS, soit il y a des unités d'enseignement maintenant maternelles ou élémentaires qui sont des classes en gros spécialisées autisme vraiment à l'école ordinaire. Et puis après, il y a des équipes qui viennent en soutien aux élèves porteurs de TSA qui s'appellent des CESAT, des équipes pluridisciplinaires qui sont là aussi pour vraiment que l'enfant soit bien à l'école et bien à la maison. Et puis après, si c'est trop effectivement compliqué, si l'enfant aussi a un retard de développement qui est aussi important, il y a effectivement les dispositifs plutôt IME où il y a aussi de la scolarisation et puis parfois qui ouvrent le droit du travail protégé. Alors c'est sur le papier, après il manque effectivement beaucoup de place. Et ça dépend encore des établissements. Après, il y a quand même une volonté politique qui est quand même là. Et puis, on a la chance quand même dans notre région en Isère d'avoir pas mal de ressources. Et malgré tout, ce n'est pas suffisant et on a encore des enfants sans solution. Il faut savoir juste, si je peux me permettre, que seuls 20% des adultes porteurs du trouble du spectre de l'autisme ont un travail. Je dis travail, ça ne veut pas dire forcément travail à temps complet. Travail à temps complet. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que les uns ou les autres, vous souhaitez rajouter quelque chose ? On a fait le tour. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Vincent. Vous pouvez suivre cette émission le mardi à 13h, le jeudi à 11h et en replay sur télégrenoble.net. On se retrouve très vite et en attendant, portez-vous bien. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.